Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un voyage à travers les âges, depuis les temps les plus reculés de notre histoire jusqu'aux fondations de la France. C'est un périple rempli de personnages légendaires, de batailles décisives et de cultures riches et variées. Ensemble, découvrons cette histoire extraordinaire. Chapitre 1. Aux origines de la Gaule. Bien avant que le nom de France ne s'impose, le territoire que nous connaissons aujourd'hui était une mosaïque de peuples et de cultures. Les terres s'étendant de l'océan Atlantique au Rhin et des Pyrénées aux Alpes étaient habitées par des peuples que les Grecs et les Romains appelaient les Celtes, mais que l'histoire retient sous le nom de Gaulois. Les Gaulois vivaient en tribus, chacune occupant une région bien définie. Leur vie était rythmée par les saisons, les moissons et les rites religieux. Leur village, appelé Oppida, était perché sur des collines pour mieux résister aux assauts. Les maisons, construites en bois et en torchis, étaient entourées de champs fertiles où poussaient blé, orge et légumes. Les druides, figure centrale de la société gauloise, étaient à la fois les gardiens de la mémoire, les interprètes des dieux et les conseillers des chefs. Leur savoir, transmis uniquement par voie orale, était vaste. Ils connaissaient les étoiles, les plantes médicinales et maîtrisaient les lois des tribus. Chaque année, les druides se réunissaient dans des lieux sacrés pour débattre et renforcer les liens entre les tribus. Cependant, la vie en Gaule n'était pas toujours paisible. Les tribus s'affrontaient fréquemment pour le contrôle des terres ou pour régler des querelles. Pourtant, face à une menace extérieure, elles savaient s'unir. Cette unité fut mise à l'épreuve lorsque les légions romaines, sous le commandement de Jules César, envahirent la Gaule. En 58 avant Jésus-Christ, César, général ambitieux et stratège redoutable, entreprit la conquête de la Gaule. Pendant 8 longues années, les batailles se succédèrent. Les Gaulois, bien qu'inférieurs en organisation, opposèrent une résistance acharnée. Leur dernier espoir reposait sur un jeune chef, Vercingétorix, qui parvint à unir les tribus pour affronter les Romains. La bataille d'Alésia, en 52 avant Jésus-Christ, marqua un tournant décisif. Assiégé par les légions de César, Vercingétorix résista jusqu'au bout, mais les Gaulois furent vaincus. Capturé, il fut conduit à Rome où il mourut dans une prison sombre. La Gaule était désormais sous domination romaine. Chapitre 2. La romanisation de la Gaule. Après la victoire romaine, la Gaule entra dans une nouvelle ère. De province indépendante, elle devint une des régions les plus prospères de l'Empire romain. La romanisation, lente mais profonde, transforma la société gauloise en profondeur.
Les Romains apportèrent avec eux leur culture, leurs lois et leur langue. Les grandes villes gauloises furent réorganisées selon le modèle romain. Lugdunum, fondée en 43 avant Jésus-Christ, devint la capitale des Gaules. Lutetia, futur Paris, se développa autour de la Seine. Ces villes étaient dotées de forums, de temples, de thermes et parfois d'amphithéâtres où se déroulaient des combats de gladiateurs. Les infrastructures romaines relièrent le territoire. Des routes pavées, souvent droites et bordées de bornes, facilitaient le transport des marchandises et des armées. Les aqueducs, chefs-d'œuvre d'ingénierie, apportaient l'eau jusqu'aux villes, tandis que des ponts impressionnants enjambaient fleuves et rivières. La romanisation ne se limita pas aux infrastructures. Les Gaulois adoptèrent les habitudes vestimentaires romaines, échangèrent leur monnaie contre celle de l'Empire et commencèrent à parler le latin, qui devint la langue dominante. Ce latin vulgaire allait évoluer au fil des siècles pour donner naissance au français. Cependant, tout n'était pas harmonieux. Certains Gaulois, notamment dans les régions reculées, résistaient à cette domination culturelle. Les druides, malgré les interdictions romaines, continuaient à pratiquer leurs rites dans le secret des forêts. Au IIIe siècle, la stabilité de l'Empire romain vacilla. Les villes gauloises se fortifièrent et des populations entières durent abandonner leurs terres pour se réfugier derrière des remparts. Cette époque marqua le début de la fin de l'ordre romain en Gaule. Des invasions barbares venues de l'Est menacèrent les frontières. Les fondations d'un nouveau monde étaient posées. La Gaule, bien que profondément transformée, allait bientôt devenir le théâtre de nouvelles luttes et le berceau de royaumes barbares qui dessineront les contours de la future France. Chapitre 3. L'ombre des royaumes barbares. En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondra, marquant la fin de plusieurs siècles de stabilité relative en Gaule. Ce fut une période de profonds bouleversements où les structures romaines, autrefois si puissantes, tombèrent en ruine. Les routes, autrefois animées par le commerce et les échanges, devinrent désertes ou dangereuses. Et les villes, cœur de la vie romaine, se vidèrent peu à peu de leurs habitants qui cherchaient refuge dans les campagnes. Cependant, loin de disparaître, la Gaule se transforma en un territoire éclaté, où s'établirent divers peuples dits barbares. Parmi eux, les Francs émergèrent comme une puissance montante dans le nord de la Gaule. Ce peuple germanique, composé de tribus distinctes, mais partageant une culture commune, s'installa progressivement dans les terres situées autour du Rhin. Ils étaient réputés pour leur discipline militaire et leur bravoure, mais aussi pour leur habileté à assimiler les traditions locales. Au cœur de cette ascension se trouvait un jeune chef ambitieux, Clovis, qui devint roi des Francs en 481. Clovis n'était pas simplement un guerrier. Il était également un stratège politique visionnaire, déterminé à unifier les tribus éparses sous une même bannière.
Son premier grand défi fut la bataille de Soissons, en 486, où il affronta Syagrius, le dernier vestige de l'administration romaine, en Gaule. Cette victoire permit à Clovis de s'approprier un vaste territoire au nord de la Loire. Mais ce triomphe ne fut qu'une première étape. Conscient que la force des armes seule ne suffirait pas à consolider son pouvoir, Clovis chercha une légitimité supplémentaire. Son mariage avec Clotilde, une princesse chrétienne, joua un rôle décisif. Clotilde, fervente catholique, tenta de convertir son époux. D'abord réticent, Clovis se tourna finalement vers le christianisme après une victoire décisive contre les Alamans. Selon la légende, il invoqua le dieu de Clotilde en promettant de se convertir s'il obtenait la victoire. Peu après, il fut baptisé à Reims par l'évêque Rémy en 496. Cet événement ne fut pas seulement un acte de foi, mais une alliance politique majeure. En adoptant la religion catholique, Clovis s'attira le soutien de l'Église, qui joua un rôle crucial dans l'organisation de son royaume. Clovis poursuivit ses conquêtes avec un mélange de diplomatie et de brutalité. Il vainquit les Burgondes et les Wisigoths lors de la bataille de Vouillé en 507, s'emparant de vastes territoires dans le sud de la Gaule. Il institua également la loi salique, un code juridique qui régissait les relations au sein de son royaume. À sa mort, en 511, Clovis laissa derrière lui un royaume puissant, le premier noyau de ce qui allait devenir la France. Chapitre 4. Les Carolingiens et la naissance de l'Europe médiévale. Après la mort de Clovis, la dynastie mérovingienne domina la Gaule pendant plusieurs siècles. Mais à mesure que les rois mérovingiens se succédaient, leur pouvoir déclina. Ils furent surnommés les rois fainéants, en raison de leur incapacité à gouverner efficacement. Pendant ce temps, le véritable pouvoir passa aux mains des maires du palais, des administrateurs qui géraient les affaires du royaume. Parmi ces maires, une famille se démarqua, les Pipinides, ancêtres de la dynastie carolingienne. Charles Martel, l'un des membres les plus célèbres de cette lignée, joua un rôle crucial au 8e siècle. En 732, il repoussa une invasion arabe lors de la bataille de Poitiers, consolidant ainsi son autorité. Bien que l'impact de cette bataille ait parfois été exagéré, elle renforça la réputation de Charles Martel comme défenseur de la chrétienté. Son fils, Pépin le Bref, franchit une étape décisive en 751. Soutenu par le pape Zacharie, il déposa le dernier roi mérovingien, Childéric III, et se fit couronner roi des Francs. En échange, Pépin s'engagea à protéger l'Église contre les Lombards en Italie. Ce pacte scella une alliance durable entre la monarchie franque et la papauté. Après la mort de Pépin en 768, son fils Charlemagne lui succéda. Charlemagne devint l'un des souverains les plus emblématiques de l'histoire européenne.
Durant son règne, qui s'étendit sur plus de 4 décennies, il mena de nombreuses campagnes militaires pour étendre et consolider son empire. Il conquit les Lombards en Italie, annexa la Saxe après des décennies de guerre et repoussa les Arabes au-delà des Pyrénées. En l'an 800, Charlemagne fut couronné empereur à Rome par le pape Léon III, une cérémonie qui symbolisait la renaissance de l'Empire romain en Occident. Ce couronnement marqua le début de ce que l'on appela plus tard l'Empire carolingien, un modèle pour les royaumes européens à venir. Charlemagne ne fut pas seulement un conquérant. Il s'efforça de réformer son empire, notamment en promouvant l'éducation et la culture. Sous son règne, les monastères devinrent des centres de savoir et les manuscrits anciens furent copiés pour être préservés. Cette période, connue sous le nom de Renaissance carolingienne, permit de transmettre l'héritage de l'Antiquité à travers les âges. Cependant, après la mort de Charlemagne en 814, l'empire qu'il avait bâti se fragilisa. Ses successeurs durent faire face à des invasions vikings, sarrasines et hongroises. En 843, le traité de Verdun divisa l'empire entre ses 3 petits-fils, donnant naissance à 3 royaumes distincts. Le royaume de Charles le Chauve, situé à l'ouest, devint le berceau de la future France. Ainsi, l'héritage carolingien marqua une étape essentielle dans la construction de l'Europe médiévale. Chapitre 5. La France féodale et les croisades. Après le déclin de l'Empire carolingien, la France entra dans une période de fragmentation politique connue sous le nom de féodalité. Les grandes propriétés terriennes étaient dominées par des seigneurs qui exerçaient une autorité presque totale sur leurs terres. Les rois de France, bien que théoriquement souverains, avaient souvent peu de pouvoir direct, car leur autorité était limitée à leur domaine royal. C'était une époque marquée par des alliances complexes, des rivalités entre seigneurs et des guerres locales. Les seigneurs étaient liés par des obligations de vassalité, jurant fidélité à un suzerain en échange de terres et de protection. Cette organisation hiérarchique donnait un semblant de structure à un royaume politiquement morcelé. Malgré ce contexte troublé, certains rois tentèrent de renforcer leur pouvoir. Hugues Capet, élu roi en 987, fut le fondateur de la dynastie capétienne, qui allait régner sur la France pendant plusieurs siècles. Cependant, son autorité était essentiellement symbolique, et il fallut attendre plusieurs générations pour que les rois capétiens élargissent leur contrôle sur le royaume. Cette période fut également marquée par les croisades, une série d'expéditions militaires entreprises par les chrétiens d'Europe pour reconquérir les lieux saints occupés par les musulmans. La première croisade fut lancée en 1095 par le pape Urbain II, appelant les chrétiens à prendre les armes pour défendre leur foi. Des milliers de chevaliers français répondirent à cet appel, animés par un mélange de ferveur religieuse, de quête de gloire et d'espoir de richesse.
les croisades eurent des conséquences profondes sur la société française. Elles renforcèrent le prestige de la noblesse chevaleresque et favorisèrent les échanges culturels et économiques entre l'Orient et l'Occident. Cependant, elles furent également marquées par des excès de violence et des échecs militaires. En dépit de ces revers, les croisades laissèrent un héritage durable, élargissant les horizons des Européens et transformant les structures sociales et économiques du royaume de France. Chapitre 6. La guerre de Cent Ans et l'émergence d'une nation. Au XIVe siècle, la France fut plongée dans l'une des périodes les plus tumultueuses de son histoire, la guerre de Cent Ans. Ce conflit opposa la France et l'Angleterre de 1337 à 1453, fut causé par des désaccords concernant des territoires et des prétentions au trône de France. Les premières années de la guerre furent marquées par des défaites cuisantes pour la France. Les Anglais remportèrent de grandes victoires à Crécy, 1346, et à Poitiers, 1356, où le roi Jean de Le Bon fut capturé. Ces échecs s'accompagnèrent de crises internes, telles que la peste noire, qui décima la population, et des révoltes paysannes, comme la jacquerie. Cependant, à partir du XVe siècle, la situation commença à changer. Charles V, surnommé le Sage, réussit à reconquérir une grande partie des territoires perdus grâce à une politique prudente et au talent de son connétable, Bertrand du Guesclin. Mais ce fut sous le règne de Charles VII que le royaume connut un véritable redressement. L'intervention de Jeanne d'Arc en 1429 marqua un tournant décisif. Cette jeune fille originaire de Domrémy affirma avoir reçu une mission divine pour libérer la France de l'occupation anglaise. Soutenue par le roi, elle mena les troupes françaises à la victoire à Orléans et permit le sacre de Charles VII à Reims. Bien qu'elle fût capturée et brûlée vive par les Anglais en 1431, son héritage inspira une nouvelle vague de patriotisme. En 1453, après plus d'un siècle de conflits intermittents, la France émergea victorieuse. La guerre de Cent Ans marqua la fin de la présence anglaise en France, à l'exception de Calais, et accéléra l'émergence d'une identité nationale française. Le royaume, bien qu'affaibli, sortit de cette épreuve avec une monarchie renforcée et une volonté renouvelée de bâtir une nation unifiée. Chapitre 7. La Renaissance et les guerres de religion. Au tournant du XVIe siècle, la France entra dans une période de bouleversement culturel et politique connue sous le nom de Renaissance. Ce mouvement, né en Italie, s'étendit rapidement à travers l'Europe et transforma profondément les arts, les sciences et les idées. En France, les rois français, à commencer par François Ier, régnant de 1515 à 1547, jouèrent un rôle crucial dans la promotion de la Renaissance. François Ier
souvent surnommé le roi chevalier, fut un grand mécène des arts et un fervent admirateur de la culture italienne. Sous son règne, des artistes tels que Léonard de Vinci, qu'il invita à Amboise, enrichirent le patrimoine culturel français. Des châteaux somptueux, comme Chambord et Fontainebleau, furent construits, témoignant de l'éclat de cette époque. Cependant, cette période d'effervescence culturelle fut assombrie par des tensions religieuses croissantes. La réforme protestante, initiée par Martin Luther en 1517, se propagea rapidement en Europe et trouva un écho en France. Les protestants, appelés huguenots, furent confrontés à une forte opposition de la part de la monarchie catholique et de l'Église. Les tensions religieuses dégénérèrent en une série de conflits sanglants connus sous le nom de guerre de religion, 1562 à 1598. Ces guerres opposèrent catholiques et protestants et ravagèrent le royaume. L'épisode le plus tragique de cette période fut le massacre de la Saint-Barthélemy, en août 1572, où des milliers de protestants furent assassinés à Paris et dans d'autres villes. Malgré ces violences, la fin du XVIe siècle apporta une forme de réconciliation. Henri IV, un ancien protestant devenu catholique pour accéder au trône, promulgua l'édit de Nantes en 1598. Cet édit accorda une certaine liberté religieuse aux protestants, mettant un terme aux guerres de religion et posant les bases d'une cohabitation entre les deux confessions. Chapitre 8. L'ère de la monarchie absolue et l'éclat de Louis XIV. Le XVIIe siècle vit l'avènement de la monarchie absolue en France, avec Louis XIII et, surtout, son fils Louis XIV. Ce dernier, connu comme le roi Soleil, régna de 1643 à 1715 et incarna l'apogée de l'absolutisme royal. Sous son règne, la France devint la puissance dominante en Europe, à la fois sur le plan politique, militaire et culturel. Louis XIV, convaincu de détenir son pouvoir directement de Dieu, réduisit l'autorité des nobles et centralisa l'administration du royaume. Il s'appuya sur des ministres compétents comme Jean-Baptiste Colbert, qui mit en place une politique économique ambitieuse pour stimuler le commerce et l'industrie. L'un des projets les plus emblématiques de Louis XIV fut la construction du palais de Versailles, un chef-d'œuvre architectural et symbole de la grandeur de la monarchie française. Versailles devint le centre de la cour, où les nobles rivalisaient d'éclat pour attirer les faveurs du roi. Cependant, le règne de Louis XIV ne fut pas exempt de difficultés. Ces guerres incessantes, destinées à étendre les frontières du royaume, épuisèrent les ressources de la France. De plus, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui mit fin à la tolérance religieuse envers les protestants, provoqua l'exil de milliers de huguenots, privant la France d'une partie de sa population laborieuse et entreprenante. Malgré ces revers, Louis XIV laissa un héritage durable. Son règne marqua l'éclat de la culture française, avec des figures emblématiques
comme Molière, Racine et Lully. L'influence de la France s'étendit bien au-delà de ses frontières, faisant de Paris la capitale intellectuelle et artistique de l'Europe. En 1715, à la mort de Louis XIV, la France était à la fois puissante et fragilisée, prête à entrer dans une nouvelle ère de transformation et de révolution. Chapitre 9. Les Lumières et la Révolution française. Le XVIIIe siècle fut une période de transformation intellectuelle et sociale profonde en France. Les Lumières, mouvement philosophique et culturel, remirent en question les fondements de l'Ancien Régime en promouvant des idées de liberté, d'égalité et de rationalité. Des penseurs comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu et Diderot devinrent les porte-voix de cette époque de réflexion. Voltaire, avec son esprit acerbe, s'attaqua aux injustices sociales et religieuses, tandis que Rousseau prônait un retour à la nature et dénonçait les inégalités. Montesquieu développa la théorie de la séparation des pouvoirs, qui inspira les futures révolutions politiques. Et Diderot dirigea la rédaction de l'Encyclopédie, une œuvre monumentale visant à réunir et diffuser les connaissances. Cette effervescence intellectuelle entra en écho avec une crise sociale et économique grandissante. Les inégalités entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, composés essentiellement de paysans et de bourgeois, atteignirent un point critique. Le royaume était également accablé par des dettes colossales, dues à des guerres coûteuses comme celle d'indépendance américaine. En 1789, sous le règne de Louis XVI, la situation explosa. Le 14 juillet, la prise de la Bastille devint un symbole de la lutte contre l'oppression. La Révolution française éclata, marquée par des événements tels que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclamait l'égalité et les libertés fondamentales. Cependant, cette période fut aussi marquée par des excès, comme la Terreur, pendant laquelle des milliers de personnes furent exécutées sous la guillotine. La Révolution mit fin à la monarchie absolue et donna naissance à la Première République en 1792. Mais les conflits internes et les pressions extérieures laissèrent le pays dans une instabilité chronique, ouvrant la voie à l'ascension de Napoléon Bonaparte. Chapitre 10. L'épopée napoléonienne et ses conséquences. Au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte émergea comme une figure dominante de l'histoire française. Originaire de Corse, Napoléon gravit rapidement les échelons militaires grâce à ses talents stratégiques et à sa capacité à inspirer ses troupes. En 1799, il s'empara du pouvoir lors du coup d'État du 18 Brumaire, mettant fin au directoire et instaurant le consulat. En 1804, il se couronna lui-même empereur, symbolisant l'établissement d'un nouveau régime autoritaire. Napoléon entreprit une réorganisation complète de la France, introduisant des réformes durables comme le Code civil, qui unifia le droit français et inspira de nombreux systèmes juridiques dans le monde. Sur le plan militaire, Napoléon mena des campagnes épiques, à la fois glorieuses et destructrices. Ses victoires à Austerlitz, 1805, Iéna, 1806, et Wagram,
1809, consolidèrent son empire, qui s'étendit sur une grande partie de l'Europe. Cependant, sa volonté de dominer tout le continent le conduisit à des échecs retentissants, notamment lors de la campagne de Russie en 1812, où son armée fut décimée par le froid et les tactiques russes. En 1814, face à une coalition de puissances européennes, Napoléon abdiqua et fut exilé sur l'île d'Elbe. Il tenta un retour spectaculaire en 1815, lors des 100 jours, mais fut définitivement vaincu à Waterloo. Exilé sur l'île de Sainte-Hélène, il y mourut en 1821. L'héritage de Napoléon reste un sujet de débat et d'admiration. Ses campagnes militaires, bien que marquées par une ambition impériale démesurée, contribuèrent à diffuser les idéaux de la Révolution française à travers l'Europe. En parallèle, son œuvre législative, comme le Code civil, jeta les bases d'un ordre juridique moderne. Pourtant, son règne fut aussi caractérisé par un autoritarisme croissant, avec une censure stricte et un contrôle centralisé. Après sa chute, en 1815, la France connut une période de turbulence politique. Chapitre 11. La France au XIXe siècle, révolution et transformation. Le XIXe siècle fut une époque de bouleversements politiques, économiques et sociaux pour la France. Après la chute de Napoléon en 1815, le pays entra dans une période de restauration monarchique avec Louis XVIII et Charles X. Mais les idées révolutionnaires restaient vivaces et la monarchie absolue semblait désormais obsolète. En 1830, une nouvelle révolution éclata, renversant Charles X et installant Louis-Philippe sur le trône. Ce dernier, surnommé le roi citoyen, tenta de concilier les aspirations du peuple et les intérêts de la bourgeoisie. Cependant, les inégalités sociales et les conditions de vie des ouvriers restaient une source de tension. La révolution de 1848 mit fin à la monarchie de Juillet et débouchait sur la Deuxième République. C'était une période de grands espoirs, marquée par l'adoption du suffrage universel masculin. Cependant, cette république fut de courte durée. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, organisa un coup d'État et se proclama empereur sous le nom de Napoléon III. Le Second Empire, 1852 à 1870, fut une époque de modernisation économique. Les travaux d'urbanisme menés par le baron Haussmann transformèrent Paris en une capitale moderne, avec de larges avenues et des infrastructures étendues. L'industrialisation accéléra, modifiant les modes de vie et créant de nouvelles tensions sociales. En 1870, la France subit une défaite face à la Prusse lors de la guerre franco-prussienne. Cette humiliation marqua la fin du Second Empire et l'établissement de la Troisième République. La Commune de Paris, insurrection ouvrière de 1871, fut un épisode sanglant mais marquant dans la lutte pour une société plus égalitaire. Chapitre 12.
La France au XXe siècle, les guerres mondiales et leurs conséquences. Le XXe siècle fut l'un des plus bouleversants de l'histoire de la France. 2 guerres mondiales marquèrent le pays de manière indélébile, transformant ses structures économiques, sociales et politiques. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, connue sous le nom de Grande Guerre, plongea la France dans un conflit d'une ampleur inédite. La mobilisation générale entraîna des millions de soldats français sur le front, où des batailles terribles comme celles de la Somme et de Verdun devinrent des symboles de sacrifice et de souffrance. L'arrière, quant à elle, joua un rôle crucial, avec les femmes prenant souvent la place des hommes dans les usines et les champs. En 1918, la victoire coûta près de 1 400 000 de vies françaises, laissant un pays endeuillé mais déterminé à rebâtir. Entre les 2 guerres, la France connut une période de reconstruction et d'instabilité. Économiquement affaiblie, elle chercha à assurer sa sécurité par des alliances et la construction de la ligne Maginot. Cependant, la montée des régimes totalitaires en Europe la plongea dans un nouveau conflit. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, débuta pour la France avec une invasion allemande rapide en 1940. Après une défaite foudroyante, le pays fut divisé entre une zone occupée par les Allemands et un gouvernement collaborateur à Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Dans ce contexte sombre, la résistance française, dirigée en partie par Charles de Gaulle depuis Londres, joua un rôle crucial dans la lutte contre l'occupation nazie. Après la libération en 1944, la France entreprit une vaste reconstruction. La 4e République fut établie, mais elle fut rapidement confrontée à des défis, notamment les guerres de décolonisation. Chapitre 13. La France contemporaine, décolonisation, Union européenne et mondialisation. Les décolonisations marquèrent les années 1950 et 1960. L'Indochine, puis l'Algérie, 2 colonies majeures, furent le théâtre de conflits longs et sanglants. En Algérie, la guerre d'indépendance, 1954 à 1962, divisa profondément la société française. L'accord d'Évian de 1962 mit fin à 8 ans de guerre, mais le traumatisme resta vivace. Avec la naissance de la Ve République en 1958, sous l'impulsion de Charles de Gaulle, la France trouva une stabilité politique durable. De Gaulle initia une politique d'indépendance nationale, se retirant du commandement intégré de l'OTAN et promouvant la force de dissuasion nucléaire. L'intégration européenne fut un autre tournant majeur. Avec la signature des traités de Rome en 1957, la France devint un acteur clé de la construction européenne. L'Union européenne, évoluant au fil des décennies, offrit des opportunités économiques et diplomatiques tout en suscitant des débats sur la souveraineté. En interne, les événements de mai 68
symbolisèrent un profond bouleversement social et culturel. Les étudiants et les ouvriers exigèrent des réformes dans un contexte de rejet des traditions et des hiérarchies. Ce mouvement transforma durablement la société française, favorisant une ouverture vers davantage de liberté individuelle. Dans les dernières décennies du XXe siècle et au début du XXIe siècle, la France dut faire face aux défis de la mondialisation. Les transformations économiques, avec la délocalisation de certaines industries, engendrèrent des tensions sociales. En parallèle, la France joua un rôle actif sur la scène internationale, participant à des missions de maintien de la paix et promouvant des accords sur le climat. Malgré les défis, la France continua d'affirmer son rayonnement culturel, scientifique et artistique. De l'engagement pour l'environnement à l'innovation technologique, elle reste aujourd'hui un acteur mondial incontournable, tout en cultivant un riche héritage historique.